ma présentation. Voilà, donc je représente l'administration wallonne qui est responsable notamment de la gestion et des aménagements des voies navigables. Et donc pour le projet de rehaussement des ponts, donc c'est cette direction qui pilote pour le côté wallon. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Frédéric Gens, donc qui est directeur de projet au bureau d'études Grège, qui nous accompagne en tant qu'auteur de projet. Alors, je vous remercie toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Effectivement, même si la procédure de permis ne prévoit pas de réunion obligatoire, il nous paraissait opportun de vous rencontrer afin qu'on puisse vous expliquer de vive voix le projet et vous entendre et pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Donc voilà, je commencerai la présentation donc, par une très très courte remise en contexte et puis je passerai la parole à Frédéric pour qu'il puisse nous expliquer les différents aménagements qui sont prévus. Et alors après, on aura du temps pour échanger, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, au niveau du relèvement des ponts. Donc, pourquoi est-ce qu'on relève les ponts? C'est pour pouvoir permettre le passage des bateaux avec 4 niveaux de conteneurs au lieu de 3 actuellement. Et donc, ça permet d'augmenter l'attractivité du transport fluvial et forcément, par conséquent, de diminuer le nombre de transports via la route avec les répercussions, donc une réduction des gaz à effet de serre, de la pollution, de la congestion sur les routes, etc. Donc, la Flandre a déjà rehaussé une 60aine de ponts sur son territoire. Et donc, côté wallon, ça représente 4 ponts. Donc, il y a les ponts de la Neille, de l'Ix, d'Acour et de Hermal. Le pont de la Neille ne doit pas être relevé parce qu'il est déjà au bon gabarit. Et donc, le rehaussement proprement dit ne concerne que les ponts de l'Ix, Acour et Hermal. Voilà, donc je passe la parole à Frédéric pour les aménagements proposés. Merci Céline et bonjour à tous. J'ai simplement repris sur la diapo ici, mais je pense que tout le monde connaît la zone, le pont de Acour qui se situe entre les 3 autres ponts dont on parle dans le dossier. Mais aujourd'hui, on va regarder plus spécifiquement ce que l'on a proposé pour le pont de Acour. En situation existante, puisqu'il faut bien repartir de là, vous voyez ici une image qui a été faite avec un drone il y a quelques semaines qui montre donc la rampe du pont, le contexte autour de cette rampe avec des habitations et des commerces relativement proches. Le pont qui est techniquement donc un pont bowstring avec cet arc sur 2 appuis et la rampe côté Oupey que l'on voit un peu moins sur cette vue mais qui se trouve moins proche des habitations et des commerces mais qui descend elle aussi vers la commune de Oupey. Si on regarde de manière un peu plus zoomée sur le pont en lui-même, donc on est sur ce qu'on appelle un tablier, la zone sur laquelle on roule, qui est un pont métallique, qui actuellement est occupé avec 2 bandes de circulation, plus une bande complémentaire au centre, qui sert, comme on le voit sur la vue ici, de tourne à gauche, notamment dans les rampes côté Oupey, et 2 pistes cyclables unidirectionnelles marquées en voirie, mais non protégées, que l'on retrouve ici sur le pont, plus les trottoirs qui se trouvent de l'autre côté des arcs de la structure. Alors, le pont actuellement libère un gabarit de 7,50 m. Donc 7,50 m, c'est la hauteur libre qu'on retrouve au-dessus du niveau de flottaison normale du canal et jusqu'à la sous-face, je dirais, du tablier. Donc c'est la hauteur disponible pour faire passer les bateaux et leur chargement. Comme l'a dit Céline, la volonté européenne est de monter ce gabarit à 9,10 m plutôt que 7,50 m. Cela veut dire, suite aux différents relevés qui ont été faits et afin de garder une petite marge de manœuvre par rapport aux déformations du pont, etc., qu'il faut relever cet ouvrage d'1,75 m pour pouvoir garantir ces 9,10 m de gabarit. Ça, c'est la donnée, j'ai envie de dire, de départ de toutes les esquisses et de toutes les études que l'on a faites. Alors, une autre donnée de départ, que j'ai déjà introduite, c'est le contexte autour de ce pont, puisqu'actuellement, côté Oupey, on arrive sur le pont via une rampe à plus ou moins 4,5%, et côté Visé, la rampe qui mène, pas directement au pont, mais qui mène au rond-point qui est installé juste avant le pont, elle possède déjà des pentes de 7%. Il faut savoir que 7%,
c'est déjà une pente qui est presque hors norme par rapport aux vitesses normalement admises sur ce tronçon et qui est donc à la limite de ce qu'on accepte déjà en termes de sécurité routière pour le passage des véhicules et des camions. Donc on est déjà dans un contexte relativement contraint et on voit les deux photos de ces deux rampes là au-dessus. Alors, je vais vous passer tout l'historique, vous en avez peut-être sans doute déjà entendu parler, tout l'historique des esquisses, c'est-à-dire des différents essais que l'on a fait pour essayer de trouver l'aménagement qui fonctionne le mieux possible avec ces données de départ, mais je pense qu'il faut quand même au moins montrer celle-ci, qui montre en fait que si on avait voulu garder les voiries en plan, c'est-à-dire depuis une vue de l'espace, si on veut garder les voiries là où elles se trouvent actuellement, inévitablement, en montant le pont d'1,75 m, eh bien, on se retrouve côté visé avec des pentes qui atteignent 11,5 % dans la rampe qui monte vers ce pont. Vous allez me dire, il suffirait d'allonger la rampe pour diminuer la pente. Le problème, c'est qu'ici en dessous, à peu près où se trouve le point rouge, on arrive, j'ai envie de dire, dans le cœur de la ville, au niveau d'habitations qui ont leur entrée de garage, leur entrée de maison qui sont au niveau de la voirie. Ça veut dire qu'à partir de ce point-là, il est pratiquement impossible de relever le niveau de voirie, sans quoi on enterre quelque part les habitations qui se trouvent là. Donc partant de là, si on veut monter jusqu'au pont soulevé simplement d'1,75 m, eh bien on se retrouve avec des pentes de 11,5. 11,5, je l'ai dit, 7 c'est déjà tout juste, 11,5 on est complètement hors norme, et il y a évidemment en plus avec le rond-point qui se trouve là des problèmes de sécurité, notamment en hiver avec le redémarrage des camions, etc. Donc cette esquisse-là ne tenait pas la route et a dû malheureusement être supprimée. On en a étudié plein d'autres pour arriver à celle que vous avez sans doute vue ces derniers jours ou ces dernières semaines, qui n'est pas encore présentée ici, mais dans le slide après. Mais ici, en fait, ce schéma-ci, avec des simples traits, illustre un petit peu la raison du pourquoi on est arrivé sur cette esquisse-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour diminuer finalement cette pente de 11,5 ? La première chose qui a été faite, c'est de se dire mais il faut supprimer le rond-point. Pourquoi faut-il supprimer le rond-point ? Parce qu'un rond-point, du point de vue aménagement routier, si une voirie est déjà limite à 7%, un rond-point, on peut encore moins mettre l'assiette du rond-point dans une pente très forte. Vous imaginez un rond-point dans une assiette extrêmement pentue, de nouveau, pour les entrées et sorties, c'est très accidentogène. Donc un rond-point, par défaut, ne peut pas être dans une pente supérieure à 3-4%. Ça veut dire que la présence du rond-point à la sortie du pont actuellement empêche, dès la sortie du pont, de commencer à descendre plus vite pour rejoindre le niveau du terrain. Il limite finalement la pente sur toute l'emprise que ce rond-point a en plan. Si on le supprime, ça veut par contre dire que dès la sortie du pont, dès finalement qu'on a passé ce gabarit à 9,10 m qui est notre point de départ, on peut commencer à plonger avec une pente de 7-8% dont on va parler après. Donc, première hypothèse, on supprime le rond-point. Deuxième hypothèse, on essaye d'allonger cette fameuse rampe entre le point dur dont je vous ai parlé ici tout à l'heure et l'arrivée sur le pont. Et donc pour allonger cette rampe, on déplace le pont vers l'amont, donc vers Liège, d'une bonne trentaine de mètres, qui est la distance qui a été retenue lors de l'esquisse pour finalement reculer le pont le plus possible, histoire d'allonger ce trajet-là, le trajet de la rampe ici. Allonger la rampe, c'est diminuer sa pente, mais on ne peut pas non plus déplacer ce pont trop loin, sous peine d'avoir des interactions plus fortes et plus gênantes par rapport à l'allée verte qui se trouve ici. On en parlera après dans la présentation. Donc il a été jugé en bon compromis de déplacer ce pont d'une trentaine de mètres. Alors j'en reparlerai après, mais le fait de déplacer le pont nous aide également beaucoup du point de vue de la mobilité pendant le chantier. Alors, troisième hypothèse, on a supprimé le rond-point, on a augmenté la rampe, c'est très bien, ça veut dire que pour le cheminement ouest-est à court visé, on a quelque chose qui fonctionne bien, mais on a supprimé le rond-point, ça veut dire qu'on n'a plus la connexion avec la voirie qui vient du Trilogiport, et ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a une grosse circulation qui vient de là. Donc pour rétablir cela, il a fallu finalement reprendre les emprises sur les terrains occupés actuellement par les deux concessions automobiles, qui sont des terrains appartenant au SPW, mais mis en concession. Et pourquoi est-ce qu'on a repris ces terrains-là ? C'est pour y développer la branche verte que vous voyez là, qui est une branche, en fait, qui permet de venir reconnecter un autre rond-point, mais qui sera mis au niveau du quai, vous verrez les images plus tard, et qui permet de reconnecter la rue Nassens de Lonsin, ici en haut, à la rue de l'Eurégio, mais qui en fait va passer en dessous du pont, ici quelque part, pour venir se reconnecter au rond-point. Autrement dit,
venant du Trilogiport. Le chemin ne sera plus de monter vers le rond-point du pont, le chemin sera de passer sous le pont, d'arriver à ce rond-point-là, de revenir sur cette voirie-là, arriver à un carrefour là-bas, et là, soit aller vers Visé, soit aller vers Accourt pour emprunter le pont. Vous verrez ça bien plus en détail derrière. Alors, en termes de plan, ben ça c'est finalement quelques commentaires en plus. C'est le plan qui a été présenté à la demande de permis d'urbanisme et que vous pouvez consulter, et qui redit finalement, mais en vue, en plan plus technique, j'ai envie de dire, ce que je viens de vous expliquer. Donc vous voyez l'ancien positionnement du pont, vous voyez le nouveau positionnement du pont une trentaine de mètres plus à l'amont, vous voyez la rampe ici qui se développe vers Visé, la rampe qui se développe vers Accourt en faisant un petit S pour venir se reconnecter sur sa position actuelle ici, et les autres différentes rampes, avec notamment la rue de l'Eurégio qui passe en dessous du pont, qui arrive sur ce rond-point et qui vient se reconnecter sur la voirie, nouvelle voirie créée ici, dans l'emprise des terrains occupés par les parcelles des concessions automobiles. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, et on en reparlera également plus largement derrière, l'allée verte qui se trouve ici possède à l'heure actuelle un carrefour déjà assez compliqué avec la voirie principale Visé Accourt. Il a été donc décidé, vu la présence de ce nouveau carrefour ici, de mettre en cul-de-sac cette allée verte là-bas, de ne plus permettre aux véhicules d'entrer dans la voirie principale ou de sortir ici pour ne pas compliquer le fonctionnement du carrefour. Les piétons et les cyclistes peuvent bien passer, mais pas les véhicules. Et mettant l'allée verte en cul-de-sac ici, il faut bien permettre aux utilisateurs d'en sortir, et donc on recrée un passage ici qui permet d'entrer et de sortir de l'allée verte et de revenir sur la rue de l'Eurégio qui se trouvera là-bas. On verra de nouveau des zooms sur ces zones-là un petit peu plus tard. Un point important du projet qui a été au cœur de la réflexion tout au long, c'est l'aménagement pour les modes doux et l'amélioration de l'aménagement pour les modes doux. Donc la situation actuelle en schématisé, c'est ceci. Donc on a les modes doux qui peuvent fonctionner sur les deux berges du canal, avec des ravelles de part et d'autre. Et on a des pistes cyclables marquées en voirie sur les rampes et sur le pont, ainsi que dans la descente vers Visé. Grosse difficulté à connecter les ravelles à ces pistes cyclables marquées ou à faire des contournements. Dans la situation future, on voit ici que pas mal d'aménagements, et vous le verrez de nouveau en zoom derrière, ont été faits pour que le cycliste qui circule sur le Ravel côté rive gauche puisse, sans devoir se mettre dans la circulation routière, faire un bouclage, et il a juste une traversée à faire ici, mais il se retrouve facilement sur la rive droite ou peut repartir vers Visé, vers Accourt, selon tous les cheminements qui sont dessinés ici en bleu et qui sont tous des cheminements en site propre. Alors, beaucoup de paroles qui, je pense, peuvent être très facilement illustrées par l'image que je vais vous montrer maintenant. Donc, ceci, c'est la situation existante que vous avez revue préalablement. Et en maquette 3D, ça veut dire que ce n'est pas une photo totalement réaliste, mais c'est une maquette 3D qui permet quand même d'illustrer pas mal les choses. Voilà la situation dans quelques mois ou années. Donc, je reviens volontairement quelquefois en arrière et en avant. Vous voyez le déplacement du pont vers Liège et vous voyez tout le développement de la rampe ainsi que la reprise des terrains utilisés par les deux concessions automobiles. Alors vous voyez aussi, et ça se marque quand même très fortement, la volonté de rendre ce lieu comme une entrée de ville, un cœur de ville, un lieu agréable pour les modes doux, et donc une volonté de quelque part aménager une zone un peu de parc et largement plantée, notamment évidemment dans toute la zone occupée actuellement par les garages. Alors, pour illustrer ça encore un peu, peut-être mieux, avec évidemment les précautions d'usage qui sont qu'il ne s'agit pas d'un vrai vidéomontage, mais nous avons fait cette vidéo qui permet d'illustrer encore un petit peu mieux les différents aménagements. Cette image-là, vous l'avez déjà vue. Voilà l'image qui va vous montrer la rampe qui monte vers le pont. Alors vous voyez que la volonté est aussi d'essayer de limiter l'emprise de la voiture dans ces rampes, et donc il y a des bandes centrales plantées qui sont prévues, ainsi qu'une mise à distance des cyclistes. Vous le reverrez dans les zooms derrière. Vous voyez aussi là-dessus, mais de nouveau je le remontrerai, que l'aménagement sur le pont est un peu modifié. Vous voyez ici la sortie de l'allée verte qui va aller vers la rue de l'Eurégio.
Ici, c'est la nouvelle voirie qui trouve sa place finalement à l'emplacement des garages actuels, qui va arriver vers le nouveau rond-point qui permet de connecter la rue de l'Eurégio. Voilà ce que je vous disais au niveau de l'aménagement du pont, donc la place des modes doux qui devient beaucoup plus importante. La rampe qui descend vers Visé, de nouveau avec cette bande plantée centrale pour essayer de limiter les vitesses également. Bien sûr, on garde les largeurs nécessaires au passage des bus, des convois exceptionnels, mais on essaye de limiter l'emprise de la voiture. Et ici, le carrefour, carrefour à feu, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard également. Voilà de nouveau une vue de la rampe qui monte vers le pont. On revoit l'allée verte ici sur le côté. Et je pense que dans quelques instants, on se rendra mieux compte du passage de la route de l'Eurégio sous le pont. Donc sur le pont, vous voyez, il n'y aura plus que 2 bandes de circulation strictes. Pour le reste, des pistes cyclables et des trottoirs sont prévus pour faciliter le passage. Et donc revoici la vue globale où on voit ici donc ce passage de la rue de l'Eurégio sous le pont pour arriver au rond-point et la connexion. Alors, je vais repasser juste avec quelques zooms rapidement. On pourra revenir s'il y a des questions là-dessus sur les différentes zones. Donc, ce zoom-ci se fait côté Oupey sur la rampe avec son petit S pour revenir sur le pont décalé d'une 30aine de mètres. Donc, on démarre les aménagements après le carrefour. Je m'excuse, j'ai oublié le nom. Rue Michel, merci de la rue qui se trouve là. Donc, pas d'intervention dans le carrefour, mais juste après le carrefour pour finalement remodeler la rampe qui monte vers le pont et y intégrer cette fameuse bande plantée centrale. Alors, j'ai fait un zoom ici au niveau de l'entrée du pont, donc c'est un zoom dans cette zone-là. Vous voyez qu'une bande de tourne à gauche est toujours prévue pour les véhicules pour pouvoir tourner dans la branche qui redescend vers le nord là-bas. Par contre, venant de Visé, il n'y a plus de branche tourne à gauche pour repartir vers le sud ici. Ici, on sera contraint de continuer tout droit. Et de même, en venant d'ici, il n'y aura plus de tourne à gauche vers Accourt. Il faudra repartir vers la droite, éventuellement aller tourner au rond-point plus loin pour revenir. Mais les mouvements là-bas étaient jugés trop dangereux lors des analyses de sécurité routière. Une coupe qui illustre un petit peu maintenant la rampe. Donc en fait, vous voyez systématiquement dans ce que vous allez voir par la suite, j'ai repris en très petit l'esquisse en plan ici, et le trait rouge vous illustre à quel endroit je fais la coupe qui est présentée sur le plan. Là, vous voyez le terrain naturel actuel, donc la rampe en fait, qui est plus ou moins faite au droit de cette coupe-là, se trouve actuellement là, et vu le décalage du pont, elle se déplace vers l'amont, donc vers la droite. Ça veut dire qu'on a un remblai relativement conséquent à venir faire ici pour permettre cette rampe de se développer là-bas. Et là, juste ici, on a pas un bâtiment, enfin si c'est un bâtiment, mais c'est une cabine de la SWDE qui, pour ne pas se voir enterrée, nécessite la présence d'un mur de soutènement que l'on voit ici. Donc on reprend un peu d'emprise sur le terrain de la SWDE. C'est le seul, c'est un des impacts principaux de l'aménagement côté Oupey. Ceci, c'est un zoom sur la zone nord côté Visé, où on voit, je pense que vous pouvez le voir, en rouge, ici vous voyez l'emprise actuelle de la voirie qui mène vers le rond-point qui se trouve actuellement ici. Donc le rond-point, lui, est quelque part décalé vers le nord, mais il est aussi rabaissé, puisqu'on n'aura plus un rond-point perché en haut du pont, on aura un rond-point positionné au niveau du quai. Donc en fait, tout ceci, ainsi que le halage, se trouve sur une horizontale, sur un même niveau par rapport au quai actuel. Et bien, on voit les connexions vers le centre du pneu et le lavage de voitures qui sont remises en place ici, dans la rue de Nassens de Loncin, qui vient se connecter au rond-point là-bas. Une image, de nouveau image de synthèse, la situation actuelle et la situation projetée qui montre en fait, ici on voit qu'on continue à monter vers le rond-point perché actuellement et en plus on se décale vers la gauche. Dans la situation projetée, quelque part on reste plus ou moins à même distance du bord du quai et on reste sur une horizontale. On voit là-bas le passage en dessous du pont que je vous montrerai après. Alors, ceci, c'est un zoom sur la nouvelle voirie créée pour venir se reconnecter à la principale ouest-est. On voit des aménagements prévus dans le parking de l'Aldi.
parce qu'on revoit assez fortement son entrée et sa zone de stationnement. Donc il y a des réflexions qui ont été faites pour maintenir le nombre de places de stationnement. On voit en rouge l'emprise des garages des concessions automobiles actuelles, et on voit l'aménagement de cette nouvelle voirie qui vient se reconnecter sur un carrefour à feu avec des bandes de présélection. Donc sur ce carrefour, nous avons été aidés d'un autre partenaire Transitech et des services du SPOE spécialisés dans ce domaine-là pour d'abord vérifier que le carrefour à feu du point de vue des flux pouvait fonctionner et dimensionner ce carrefour. C'est la raison pour laquelle une bande de présélection pour tourner à gauche a été réalisée, ainsi qu'une bande pour le tourne à droite afin de gérer les remontées de fil et de s'assurer que le fonctionnement soit le plus fluide possible. Maintenant, on est bien d'accord que dans les heures de pointe, on est dans une zone déjà très contrainte actuellement et qu'il faut en tenir compte dans le dimensionnement des phases de feu, etc. Quelques coupes qui montrent ici, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute la rue de l'Eurégio ainsi que cette voirie, cette nouvelle voirie, se retrouve complètement sur un plateau horizontal qui est plus ou moins le plateau du niveau de la ville, quelque part. Et on voit quelques coupes qui montrent quoi? Qui montrent cette horizontale par rapport au reste des aménagements et qui montre la mise à distance des pistes cyclables par rapport aux voiries. Donc, systématiquement, les pistes cyclables sont espacées via des plantations, des bernes plantées, afin de rester en site propre. Ceci, c'est une coupe au niveau de la traversée piétonne qui se trouvera ici, juste avant la branche. Alors, si on va un petit peu maintenant au niveau de la connexion vers l'allée verte, je vous en ai déjà parlé. Donc, on doit permettre à l'allée verte de ne pas être totalement fermée vu la mise en cul-de-sac là au-dessus. Donc on a prévu cette traversée qui permet de rejoindre l'allée verte et qui permet quelque part aussi aux piétons de rejoindre directement le halage qui va devenir une zone de promenade, je pense, d'autant plus agréable qu'elle ne l'est actuellement. On a d'ailleurs une traversée sécurisée qui est prévue à ce niveau-là. Vous allez voir dans les images derrière. Alors, ceci illustre dans une vue plus en élévation ce que je vous ai déjà expliqué. Donc, en fait, vous voyez que la situation actuelle, si ceci, c'est la rue Nassens de Lonsin et ceci, c'est la rue de l'Eurégio, actuellement, on venait de l'Eurégio, on montait vers le rond-point, et celui qui voulait continuer sa route tout droit vers le nord redescendait pour revenir à peu près au même niveau. Quelque part, le projet rend ça plus fluide, si je puis dire. Donc on a une horizontale entre cette rue de l'Eurégio et la rue Nassens de Lonsin. On ne monte plus là-bas, on passe sous le pont qui va se trouver ici, on arrive au rond-point qui est quelque part là, et on continue tout droit. Alors, ceci, c'est une coupe qui est faite selon cette direction-là. On a le bord de quai, et on voit ce que je vous dis. Donc, le bord de quai, que vous connaissez actuellement, le halage, va se retrouver à peu près au même niveau que la voirie de l'Eurégio qui passe là. Derrière, on retrouvera dans la zone ici le merlon actuel qui permet d'isoler les habitations de l'allée verte du passage du flux sur la rue de l'Eurégio. Il y aura évidemment juste la traversée au niveau de la sortie de la rue de l'allée verte, mais qui se trouve déjà relativement loin du front bâti et donc qui ne change pas cette isolation phonique. Le tablier, vous l'avez vu dans les images de synthèse. Actuellement, je vous ai dit 3 bandes de circulation, dont une bande de présélection centrale et les cyclistes sur des pistes cyclables marquées non protégées. Dans la situation future, les voitures seront centrées sur l'ouvrage dans une route à 2 bandes, une bande dans chaque sens. Des protections par des barrières de sécurité et les cyclistes de part et d'autre. Pourquoi? Parce que ceci c'est finalement le nord du pont, on a une piste cyclable bidirectionnelle qui permet en fait le bouclage entre les 2 ravels, donc les vélos pourront aller dans un sens ou dans l'autre par là au-dessus. Ici, côté sud, on a une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens Hacourt visé, et c'est justement pour les gens venant plutôt de Hacourt et qui continuent leur chemin vers Visé, qu'ils ne doivent pas traverser la voirie principale. Ils peuvent rester sur leur piste cyclable côté sud, traverser le pont et descendre la rampe également de ce côté-là. Alors, le pont, il est rehaussé d'1,75 m, déplacé d'une trentaine de mètres. Donc ça, je vous donne déjà rendez-vous, ce sera des opérations
peu commune et très intéressante à voir, en tout cas en ce qui me concerne. Je vous ai dit qu'on allait passer en dessous. Alors évidemment, passer en dessous alors que le pont fait exactement la largeur du canal plus les bermes, plus les ravelles de part et d'autre, ce n'était pas possible. Donc, pour pouvoir passer en dessous, on va être contraint de rajouter une travée à cet ouvrage. Ça veut dire qu'en réalité, le pont actuel, vous voyez, c'est le pont en arc qui se termine au pied d'arc. Eh bien, en fait, on va non plus l'appuyer directement sur ce qu'on appelle des culées, hein, donc ce sont les appuis qu'on voit actuellement du pont. On va mettre là de simples piles, donc comme des colonnes, et puis on va avoir une travée complémentaire d'une 30aine de mètres qui permettra à la rue de l'Eurégio de passer ici en dessous, et on retrouvera la vraie culée du pont, donc l'appui d'extrémité, ici à droite. Alors cette travée-là, on va lui donner exactement le même look que la travée du pont actuel, donc ce sera une continuité du tablier métallique pour avoir une vue, là voilà, hein, c'est ceci, qui soit tout à fait continue entre les deux. En image de synthèse, la vue actuelle avec la rue de l'Eurégio qui monte vers le pont et la vue future qui est celle-ci, où on voit cette travée complémentaire, la culée qui se trouve là, la pile dont je vous ai parlé et la rue de l'Eurégio qui passe sous le pont. Ici, on distingue l'entrée vers l'allée verte. Alors, la connexion donc, entre l'allée verte et la voirie principale régionale qui descend vers Visé, comme je vous ai dit, on arrive de manière finalement comme actuellement très tangente à la voirie, donc très difficile de faire notamment le mouvement de rebroussement de l'allée verte pour repartir vers Accourt. Donc il a été jugé plus sécuritaire de fermer l'allée verte là-bas, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'en sortir plutôt côté route de l'Eurégio. Alors, si on regarde un petit peu en zoom, en fait, on aura des potelets là au bout qui permettront de bloquer la circulation pour les voitures, mais qui permettront aux cyclistes de sortir de l'allée verte et de rejoindre la fameuse piste cyclable dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui descend le long de la rampe. En coupe, voilà les deux traits. Une première coupe qui montre qu'en fait, comme la rampe du pont comme le pont a été déplacé vers le sud, la rampe du pont se rapproche, en tout cas dans la zone basse là-bas, se rapproche un petit peu de l'allée verte. Ça veut dire que dans son démarrage, on n'a plus la possibilité de faire un talus, je vais dire naturel, parce qu'on a des pentes trop fortes. Donc il est prévu un petit mur de soutènement là-bas, qui devient un tout petit peu plus haut dans la deuxième coupe que l'on voit là-bas, qui sera un mur parmenté de gabions et qui permet de soutenir le talus et de soutenir la voirie qui monte vers le pont et qui disparaît à un certain moment quand la rampe s'éloigne de la zone. Quand je dis qu'il disparaît, vous le voyez sur la coupe ici qui est faite là-bas plus loin, cette coupe-ci, on voit en fait que la rampe a continué à monter, on est ici, là au-dessus, et là on a un talus en pente naturelle qui descend vers l'allée verte qui se trouve là à un niveau inchangé. Si on voit ça en image de synthèse, voilà la vue actuelle que l'on a avec le talus naturel que l'on retrouve actuellement. Et dans la situation future, dans le démarrage de l'allée verte, on retrouve ce mur de soutènement qui, en hauteur maximale, a plus ou moins une hauteur d'homme, et puis qui, on ne le voit pas parfaitement ici, mais vous pouvez voir ici qu'en fait ce mur disparaît petit à petit pour laisser la place à un talus naturel là derrière. Je te laisse la parole. Donc voilà, au niveau, donc on a déposé le permis au niveau de la région, mais le permis a été transmis aux communes, notamment parce qu'on modifie les voiries communales. Et donc dans ce cadre-là, il y a une enquête publique qui a démarré le 11 juin et qui se poursuit jusqu'au 10 juillet. Et donc vous pouvez aller consulter tous les documents du permis aux communes et vous pouvez transmettre toutes vos remarques par rapport au projet et aux modifications de voiries aux communes. Et donc ce sera le conseil communal de chaque commune, parce qu'il y a des modifications côté Visé et côté Oupey, qui prendront les décisions et qui remettront leur avis par rapport aux modifications des voiries communales. Et voilà, donc je passe maintenant la parole à Frédéric qui va plus vous expliquer maintenant les modifications qu'on fait au niveau des voiries.
vous avez déjà vu ce petit extrait de plan-là, je m'en suis servi pour vous expliquer les modifications, mais en fait, ce plan-là, les couleurs ne sont pas anodines. Ce qui est vert ce sont des voiries dites régionales, et donc elles ne font pas partie de ce décret de modification de voirie, puisqu'on parle bien de voiries communales. Les voiries communales sont les voiries rouges, donc ce sont les branches, grosso modo, du pont, l'allée verte, la nouvelle branche de connexion de l'allée verte et la rue d'Incens-de-Lonsin qui se connecte ici au rond-point. Dans les discussions, il a été jugé logique que la nouvelle voirie créée ici pour la connexion de la rue de l'Eurégio, qui est régionale, vers la voirie régionale principale, soit elle aussi rendue régionale. Donc, en toute théorie, nous sommes ici pour parler des modifications des voiries communales, donc des voiries rouges. Je me rends compte en disant ça que j'ai oublié aussi de vous parler d'un petit détail, mais qui peut avoir son importance. C'est ce qui se trouve ici en dessous, qui est rive droite, mais côté Houpeil, qui est la rue Marchand, dans laquelle nous avons une petite intervention également, parce que, vous l'avez constaté, lors de son aménagement précédent, elle a dû être mise en sens unique pour des questions aussi de sécurité vis-à-vis de la sortie de cette voirie-là. Nous avons regardé dans le projet pour rétablir une voirie là en double sens, avec un carrefour sécurisé. Donc l'arrivée de cette voirie sur la voirie régionale est revue légèrement, et c'est pour ça qu'on retrouve du rouge là également, afin de mettre cette voirie-là en double sens. Alors, dans le côté administratif, qui dit modification de voirie, nous demande donc de faire ces plans de modification d'emprise. Et donc, je vous les montre ici, même s'ils finalement n'expliquent pas grand-chose de plus que ce que je vous ai déjà donné, mais sachez que ce sont les plans officiels de modification de la voirie communale. Ce sont des plans, en fait, sur lesquels on doit, en couleur, illustrer en vert les voiries communales qui sont inchangées par le projet, en jaune les voiries communales qui sont créées par le projet, et en rose les voiries communales qui seraient supprimées par le projet. En l'occurrence ici, on voit que dans les deux branches, on a un peu de jaune forcément, puisqu'on prolonge ici la branche qui menait vers le nord pour revenir sur la nouvelle voirie. On a un élargissement de la voirie ici parce qu'on va créer un arrêt de bus en tant que tel dans la voirie ici, ainsi qu'un trottoir. Et donc on a un élargissement de la voirie, donc une création de voirie. Et côté sud, en réalité, la voirie actuelle doit être légèrement décalée vers l'ouest. C'est pour ça qu'on a une suppression de voirie qu'on peut apercevoir ici, et une création un peu plus à l'ouest. C'est simplement pour décaler un petit peu la voie afin qu'elle puisse mieux se connecter à la voirie principale. On voit aussi, dans le petit encart ici, la suppression d'une portion de la voirie de la rue Marchand et la création d'une nouvelle afin d'avoir un carrefour plus orthogonal entre la voirie principale et la sortie de la rue Marchand. Côté visée, donc rive droite, l'allée verte n'est pas modifiée en tant que telle, même si on la met en cul-de-sac ici, mais son emprise, sa largeur restera la même qu'actuellement. Il y a la création de la branche ici qui permet de la connecter à la rue de l'Eurégio, et il y a une petite modification de la rue d'Incens-de-Lonsin, parce que je vous ai dit tout à l'heure que précédemment, on avait tendance à s'éloigner avec la voirie du bord de quai, et actuellement, on va plutôt essayer de rester le plus parallèle possible. Donc on a une petite suppression de voirie là-bas, avec une petite création juste ici. Le phasage, peut-être, je le présente. Oui. Le phasage du chantier qui est en cours d'élaboration pour essayer de trouver la meilleure manière d'impacter le moins possible les flux de circulation et la mobilité et les commerces dans cette zone-là. On est bien conscient qu'un chantier ne se fait pas sans impact, mais on essaye de les limiter un maximum. Et donc on est en train d'établir ces plans qui seront évidemment joints au cahier des charges de l'entreprise dans le futur, qui devront être respectés afin de garantir un certain nombre de points. Donc, notamment, nous aurons 2 fermetures ponctuelles du passage sur le pont, je vais vous expliquer pourquoi après, et surtout, les ponts de Lix et Hermal, les cahiers des charges sont faits de telle sorte que ces 2 ponts-là ne puissent pas être fermés à la circulation en même temps que la fermeture du pont de Hacourt, pour des questions évidentes de mobilité globale dans la région, puisque ces 2 chantiers-là vont démarrer prochainement également.
Alors, en termes de phasage, comment imagine-t-on les choses pour le moment? En tout premier lieu, les 2 bretelles venant du sud vont être fermées à la circulation. Vous voyez mes petits cul-de-sac ici, de manière à permettre de commencer les travaux dans la zone de connexion vers l'allée verte ici, c'est-à-dire abaisser le niveau de la rampe là au niveau du quai et créer cette petite branche de voirie ici. On va aussi, dans cette phase-là, potentiellement commencer les travaux de fondation pour les nouveaux appuis du pont. Et on va commencer à créer des rampes provisoires sur une partie de l'emprise des rampes principales. Pourquoi des rampes provisoires? Parce que dans une deuxième phase, en fait, il est prévu de relever le pont en place. Donc on va conserver dans un premier temps le pont là où il se trouve actuellement. On va le relever d'1,75 m, ce qui permettra d'assurer les objectifs européens d'avoir le gabarit nécessaire. Et pour faire cela, évidemment, une fois que le pont sera relevé là, pour pouvoir le reconnecter en phase chantier et réouvrir à la circulation, il faut qu'une partie de la rampe ici ait été, elle aussi, mise au bon niveau. Donc, dans cette première phase, on voit une zone de travaux là sur à peu près une demi-rampe. L'objectif, là, c'est de créer une rampe qui va petit à petit monter les fameux 11% et demi dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne sont pas acceptables dans une situation définitive, mais qui, en chantier, peuvent être admis. On ne sera d'autant pas à 11,5 parce qu'on n'aura pas le rond-point, évidemment. On n'aura plus le rond-point, donc on pourra être à une pente un petit peu plus faible qu'11,5, mais néanmoins forte, mais seulement pour quelques mois. Donc, deuxième phase, je l'ai déjà montré. On ferme à ce moment-là tout. Donc ça, c'est une des fermetures du pont qu'on estime pour le moment à 2 mois, pour remonter le pont, le reposer sur des appuis provisoires qui permettent néanmoins de reprendre du trafic après et faire les connexions sur les différentes rampes. À ce moment-là, on aura quand même la possibilité d'accéder à l'allée verte, évidemment par le nord toujours, puisque la voirie principale ne sera coupée quelque part qu'ici, mais on aura également la possibilité à ce moment-là d'y accéder par là. Ça veut dire que quelque part, on a en phase chantier un bypass qui est envisagé par ici. Dans une troisième phase, on va alors réouvrir la circulation sur le pont relevé d'1,75 m, et on empruntera ces fameuses rampes chantier qui permettront de rétablir une connexion ouest-est qui est la connexion principale à maintenir le plus largement possible. De nouveau, côté sud, pour permettre le passage du flux véhicule qui vient du sud, on a toujours cette connexion et la nécessité ici de réaliser alors dans cette phase-là un carrefour à feu pour s'assurer que la remise en place du flux ici dans le flux principal se fasse en toute sécurité. Une phase ultérieure sera alors le déplacement du pont. J'ai oublié de vous dire évidemment ici que dans cette phase-là, on travaille à la création des nouvelles rampes dans les zones brunes qui se trouvent là. Donc on peut commencer à mettre en place les remblais et avoir les rampes, les rampes définitives qui se développent. Une fois que ces rampes sont prêtes, on peut alors déplacer le pont sur des poutres de lancement sur une trentaine de mètres, installer la travée complémentaire et faire les connexions entre les rampes qui auront déjà été créées ici et là, et on travaille juste à la connexion principale de la voirie ouest-est. Une fois que le pont est mis en place et reconnecté aux rampes, eh bien alors on peut réouvrir à la circulation sur l'axe ouest-est principal, et alors les travaux peuvent plutôt alors se consacrer au nord, à la gestion des entrées vers les 2 garages. Alors vous voyez ici qu'on a mis un cul-de-sac. Évidemment, il y a une discussion qui aura lieu à ce moment-là pour maintenir un accès à tout moment, mais qui sera là pendant cette phase-là, un accès plutôt chantier, pendant qu'on est en train de refaire les parkings et la voirie là-devant. Et oui, pardon, je n'ai pas mis la diapo. Évidemment, après cette phase-là, on arrive à la phase définitive, et là, alors, on ferme comme dans le projet final dont je vous ai parlé, on ferme l'allée verte, et alors on a l'ensemble des connexions qui sont rétablies. Voilà, donc au niveau du phasage des travaux, donc pour le pont de Hacourt,
Les travaux vont se réaliser sur une période de 21 mois. Et donc, sur ces 21 mois, le pont sera inaccessible pendant 5 mois. Donc, pendant la première phase où on relève le pont sur sa position existante, donc une phase de 2 mois, et après une phase de 3 mois où on décale alors le pont à sa position définitive. Optimos sur le planning global avec les autres chantiers. Donc on voit ici au niveau de Hakour, donc on est au niveau de la 3e ligne et on voit effectivement que les périodes de coupure, donc qui sont ici en mauve sur la slide, sont prévues de manière à ce que lorsque le pont de Hakour est fermé, que le pont de Hermal et le pont de Lix soient ouverts à la circulation. Tout au long du projet, on a prévu de communiquer, notamment via une page web qui est consacrée au pont qui se trouve sur le portail de la Wallonie, donc vous pouvez trouver sur pontcanalalbert.wallonie.be. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter de manière à être informé quand une actualité est diffusée. Et donc, on est en étroite collaboration avec les communes pour communiquer de manière régulière afin que chacun puisse avoir l'ensemble des informations.